Former FBI Director James Comey and his lawyers were in a federal courtroom today in Alexandria, Virginia. His defense team asked that the charges against him be dismissed, as they say their request is on the grounds that the charges are based on a, quote, vindictive and selective prosecution. Comey is facing federal charges of false statements to Congress and obstruction of justice. CBS News legal reporter Katrina Kaufman joins me now from New York City to discuss. Certains événements provoquent plus que des réactions immédiates. Ils révèlent des failles structurelles qui restent généralement invisibles. Le 4 janvier, lors d'une audience au Sénat qui semblait initialement suivre un scénario conventionnel de reddition de comptes, l'intervention de la procureure générale Pam Bondi s'est retrouvée au centre d'une controverse institutionnelle, dont l'ampleur a rapidement dépassé les limites de cette enceinte. La série d'événements qui a suivi n'a pas été marquée par des gestes explicites de rupture, mais par des déclarations écrites d'instances judiciaires fédérales qui, en évaluant des procédures relevant de la responsabilité directe de Bondi, ont signalé des failles qui remettent en cause les principes les plus élémentaires de la légalité procédurale. 2 juges, siégeant dans des tribunaux distincts, ont non seulement rejeté les plaintes formulées par les procureurs subordonnés à Bondi, mais ont également souligné des problèmes structurels dans l'exercice même de l'autorité qui a donné lieu aux accusations. Les décisions ne porteraient pas sur des nuances juridiques secondaires, mais sur l'absence de fondement juridique des nominations, la conduite viciée des procédures d'enquête et la violation des garanties constitutionnelles associées au fonctionnement des grands jurys. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Au contraire, il a eu des répercussions sur les organes de contrôle, les commissions parlementaires et les conseils professionnels, soulevant des questions sur la solidité institutionnelle des mécanismes qui devraient servir de barrière contre l'instrumentalisation du système judiciaire. La première décision a été rendue par le juge fédéral Cameron Curry, qui a examiné la validité de la nomination de la procureure par intérim Lindsay Halligan, choisie par Bondi pour diriger les poursuites contre les adversaires politiques du président Donald Trump. Selon le juge, Halligan n'avait pas l'autorité légale pour exercer cette fonction, car sa nomination violait les critères formels exigés par la législation fédérale. Cette constatation a eu un effet domino. Tous les actes qu'elle a accomplis, y compris la signature de procès-verbaux, de protocoles de plainte et la conduite d'audience, ont été considérés comme juridiquement invalides. La décision était claire, l'origine de l'autorité était nulle et tout ce qui en découlait était compromis. Ce raisonnement a non seulement mis fin aux poursuites contre James Comey et Letitia James, mais a également soulevé des doutes sur d'autres procédures menées selon la même logique. La deuxième décision importante a été rendue par le juge William Fitzpatrick, chargé d'examiner les actions du grand jury dans l'affaire contre Comey. Selon son évaluation, les jurés ont été guidés par des interprétations déformées de la législation pénale applicable, ce qui a compromis l'intégrité de la délibération. Le juge a également souligné que des documents potentiellement protégés par le secret professionnel avaient été soumis aux jurés sans autorisation appropriée, ce qui constituait une violation des garanties juridiques fondamentales. En outre, des incertitudes sont apparues quant à l'existence d'une approbation formelle du texte final de l'acte d'accusation, remettant en question la validité de celui-ci au regard des procédures constitutionnelles. Ces éléments, considérés dans leur ensemble, dessinent un scénario dans lequel le système procédural a été conduit sans tenir compte des principes fondamentaux, non pas par des agents périphériques, mais par des membres haut placés du ministère public. Jusqu'à ce stade, les problèmes observés concernaient la légalité des nominations et la régularité des procédures. Mais la situation a pris une autre dimension. Lorsque des images de vidéosurveillance ont montré Pam Bondi elle-même quittant le bâtiment du tribunal avec des cartons de documents quelques jours après la délivrance d'une ordonnance judiciaire de conservation des preuves. La coïncidence temporelle entre l'ordonnance et le déplacement physique des documents a soulevé des soupçons d'obstruction.
Les enquêtes préliminaires ont indiqué qu'une partie des documents attendus dans le dossier n'a pas été retrouvée par la suite, et que le déplacement des cartons a eu lieu exactement entre l'ordonnance de conservation et l'inspection qui a suivi. Bien qu'il n'y ait pas encore de conclusion formelle sur le contenu des boîtes, la séquence des enregistrements a ajouté un nouveau vecteur de risque institutionnel. La possibilité que des preuves liées à des affaires aient été directement retirées par une autorité suprême du système, en contradiction avec l'ordonnance judiciaire en vigueur. Le système fédéral américain dispose de mécanismes pour enquêter sur des comportements de cette nature, mais l'implication directe d'une procureure générale rend le scénario plus complexe. La responsabilité éventuelle de Bondi, si les faits sont confirmés, dépendrait d'une combinaison de décisions internes, du ministère de la Justice, d'actions parlementaires et de l'intervention éventuelle de procureurs indépendants. Mais avant même toute conclusion, les effets politiques et institutionnels se font déjà sentir. La crédibilité des accusations précédentes est désormais revue sous un nouveau jour. Le bien-fondé de ces accusations est remis en question, non pas sur la base d'arguments partisans, mais à partir d'avis techniques émis par des juges fédéraux qui ont examiné l'ensemble des preuves disponibles. Au-delà de l'analyse des cas spécifiques, cet épisode ouvre un débat plus large sur les limites de l'autorité institutionnelle, lorsque les contrôles de légalité sont relativisés au sein même de la structure étatique. Pour ceux qui suivent de près les mécanismes qui façonnent l'intégrité des institutions démocratiques, comprendre le déroulement de ces épisodes est un élément essentiel de l'exercice civique. Cette chaîne continue de s'attacher à fournir un contexte, des informations précises et un suivi critique des développements qui comptent vraiment. C'est dans ce contexte que l'analyse passe d'un épisode ponctuel à la structure plus large des garanties institutionnelles qui auraient dû faire obstacle à ce type de comportement. La nomination d'un procureur par intérim, par exemple, n'est pas seulement une formalité administrative. Elle implique des garanties mises en place pour éviter que l'autorité de l'État ne soit utilisée de manière abusive. En vertu de la législation fédérale, le choix d'un procureur intérimaire doit suivre des critères préétablis, basés sur des règles d'éligibilité, des délais maximaux et, dans certains cas, la nécessité d'une confirmation par le Sénat. Ces mécanismes existent précisément pour limiter l'influence politique directe sur les décisions judiciaires et pour garantir que le pouvoir d'inculper soit exercé dans des limites institutionnellement contrôlées. À partir de là, l'affaire Bondi-Halligan a été interprétée comme un exemple concret des vulnérabilités qui apparaissent lorsque ces limites sont contournées de l'intérieur, avec l'aval, ou du moins l'omission, des structures qui devraient garantir la légalité du processus depuis son origine. L'histoire récente des nominations exceptionnelles au sein du ministère de la Justice sert de toile de fond pour comprendre la sensibilité de l'affaire. Ces dernières années, plusieurs administrations ont cherché des alternatives légales pour pourvoir des postes à haute responsabilité sans passer par les procédures régulières de confirmation. Bien que ces pratiques soient prévues dans certaines situations d'urgence, il est de plus en plus admis que le recours récurrent à ces exceptions peut, dans la pratique, vider de sa substance la fonction de contrôle que le système de frein et contrepoids devrait exercer. Cette convergence aide à comprendre pourquoi la décision du juge Curry a été accueillie avec une attention inhabituelle par les analystes institutionnels. Non seulement elle a annulé les actes commis par Halligan, mais elle a également suggéré que la logique même des nominations par affinité politique peut compromettre la légitimité des actions futures. Un autre élément qui renforce la pertinence systémique de cet épisode est la manière dont le processus de délibération du grand jury a été mené. Aux États-Unis, le grand jury fonctionne comme un filtre préalable aux poursuites pénales. Composé de citoyens ordinaires, son rôle est d'évaluer s'il existe suffisamment de preuves pour traduire quelqu'un en justice. Ce mécanisme sert de soupape de protection contre les excès du ministère public. Et sa légitimité dépend, entre autres facteurs, de la précision avec laquelle les jurés reçoivent les informations juridiques. Lorsque le juge Fitzpatrick a constaté que les jurés avaient été instruits sur la base d'interprétations juridiques erronées,
Il n'a pas seulement signalé une erreur de procédure, mais a également jeté le doute sur l'efficacité de l'un des principaux instruments de lutte contre les abus dans le système accusatoire. Cette préoccupation n'est pas nouvelle. Mais elle prend une autre dimension lorsqu'elle est associée à des affaires à fort impact politique. En 2006, par exemple, sous le mandat d'Alberto González en tant que procureur général, des plaintes ont été déposées concernant le licenciement de procureurs fédéraux pour des raisons politiques, ce qui a donné lieu à des audiences au Congrès et à des enquêtes internes qui ont abouti à des démissions et à des réformes institutionnelles. L'épisode actuel, bien que de nature différente, touche à des questions similaires, l'utilisation de l'appareil judiciaire comme outil de représailles politiques et l'affaiblissement des filtres institutionnels qui devraient empêcher cette logique. Comme dans l'affaire González, les développements ne dépendent pas seulement de la responsabilité individuelle éventuelle, mais aussi de la capacité du système à démontrer qu'il dispose encore de mécanismes d'autorégulation en état de fonctionnement. D'un point de vue technique, l'utilisation de documents protégés par le secret légal dans les procédures devant le grand jury représente un autre élément critique. La violation du secret professionnel ou de toute autre forme de privilège légal n'est pas une erreur insignifiante. Elle compromet l'équité procédurale et peut entraîner la nullité des preuves. La jurisprudence sur le sujet est claire. Une fois que l'exposition indue de contenu privilégié a été constatée, la charge de la preuve incombe à l'État, qui doit démontrer que le matériel n'a pas influencé la décision des jurés. Dans l'affaire examinée, le juge Fitzpatrick a non seulement souligné la divulgation indue, mais il a également indiqué qu'il n'y avait pas de garantie suffisante que les jurés n'avaient pas été influencés par ce contenu. Cette constatation impose un défi supplémentaire au système, restaurer la crédibilité d'un procès, dans lequel l'impartialité du jugement initial a été irrémédiablement compromise. À cet ensemble de défaillances s'ajoute le problème de la disparition physique de documents. La décision judiciaire qui a ordonné la conservation des documents liés aux procédures a été rendue sur la base du principe de l'intégrité probatoire, qui exige la conservation de tous les éléments documentaires jusqu'à la fin complète de l'analyse. Le fait qu'un responsable du ministère de la Justice lui-même ait été filmé par des caméras de sécurité en train de quitter le bâtiment avec des cartons quelques jours après la délivrance de cette ordonnance ajoute un élément de méfiance institutionnelle. Même s'il n'y a pas de confirmation quant au contenu exact des cartons, la simple coïncidence entre la disparition des dossiers et le mouvement enregistré soulève des questions légitimes quant au respect des ordonnances judiciaires. Cet épisode, qui pouvait initialement être considéré comme une conséquence spécifique de 2 décisions judiciaires, a été interprété comme un test permettant d'évaluer la résilience des mécanismes de contrôle interne du système judiciaire américain. Le Sénat discute déjà de la convocation de nouvelles audiences avec des membres du ministère de la Justice, afin de clarifier les circonstances de la nomination de Halligan, la supervision des procédures d'accusation et la disparition de documents. Parallèlement, les conseils d'éthique juridique des États où Bondi est inscrit au barreau ont commencé à examiner si les éléments disponibles sont suffisants pour ouvrir des procédures disciplinaires. Il n'y a pas encore de décision claire quant à l'instance qui mènera les principales enquêtes. Mais l'inspecteur général du ministère de la Justice a déjà été informellement sollicité par des membres du pouvoir législatif. Le contexte institutionnel est donc plus large qu'un simple cas isolé. Il concerne la crédibilité du ministère de la Justice, l'intégrité du modèle accusatoire et la confiance du public dans les mécanismes de responsabilité interne. Pour les juristes et les analystes spécialisés dans la gouvernance institutionnelle, des épisodes comme celui-ci ne doivent pas être considérés comme des dérapages ponctuels, mais comme les symptômes de tensions structurelles qui deviennent visibles lorsque les mécanismes formels échouent en temps réel. La réponse que le système apportera désormais, que ce soit sur le plan procédural, législatif ou disciplinaire, sera observée non seulement par les acteurs concernés, mais aussi par l'ensemble de l'appareil institutionnel qui dépend de sa stabilité pour fonctionner. Si votre attention se porte sur la compréhension des processus qui définissent
la santé des institutions démocratiques, suivre ce type d'analyse fait partie d'une surveillance éclairée et continue. C'est dans cet esprit que nous continuons à rassembler, contextualiser et examiner les éléments qui façonnent l'orientation du système. Les analystes ne s'accordent pas encore sur ce que les événements impliquant la procureure générale Pam Bondi révèlent réellement, en termes plus profonds, sur l'état actuel du système judiciaire fédéral. Pour un groupe important d'experts du milieu juridique, l'affaire est grave et inhabituelle, mais elle s'inscrit dans un schéma connu, celui selon lequel le système lui-même, même sous pression, a encore la capacité de corriger les déviations grâce à ses mécanismes internes. Dans cette optique, les décisions prises par les juges Cameron Curry et William Fitzpatrick seraient l'élément le plus important, car elles indiqueraient que, même dans un contexte institutionnel tendu et dans un environnement de conflit politique, il existe une marge de manœuvre pour l'indépendance du pouvoir judiciaire. L'argument repose sur l'idée que la nullité des nominations et l'invalidation des délibérations du grand jury ont été reconnues et sanctionnées par des magistrats fédéraux autonomes, sans obstruction directe et sans besoin d'impulsions externes pour interrompre des actes considérés comme irréguliers. Ainsi, dans ce contexte, la révélation publique des irrégularités serait interprétée comme un signe de bon fonctionnement et non comme une preuve de désintégration. Mais cette interprétation est contestée par une autre ligne d'analyse, qui voit l'épisode sous un angle plus sévère. Pour ce second groupe, l'affaire ne démontre pas la résilience institutionnelle, mais expose plutôt à quel point les barrières formelles peuvent être franchies avant de produire une réponse efficace. Dans cette optique, la question centrale n'est pas que le pouvoir judiciaire ait corrigé le tir, mais plutôt que cette correction n'ait eu lieu qu'après qu'une autorité désignée sans fondement juridique ait déjà exercé un pouvoir réel pendant des semaines, avec accès à des enquêtes, à des documents sensibles et à des prérogatives typiques du ministère public. La réaction judiciaire, bien que ferme, n'aurait été déclenchée qu'après la réalisation d'actes institutionnels importants, notamment la mise en accusation d'opposants politiques et la collecte de documents, qui, même s'ils ont été contestés par la suite, peuvent continuer à avoir un impact sur le débat public et la dynamique interne des institutions. Dans cette optique, le problème essentiel n'est pas l'existence d'une correction, mais le retard avec lequel elle intervient, permettant à des dommages institutionnels de s'installer avant que des mesures efficaces ne soient prises. Le débat dépasse donc la figure individuelle et engage désormais le risque de voir se consolider une pratique, la nomination informelle d'alliés politiques à des fonctions sensibles, sans examen approprié ni contrôle cohérent à l'origine du processus. Certains constitutionnalistes soulignent dans ce contexte que cette affaire pourrait influencer les discussions futures sur les limites concrètes de l'autonomie du ministère de la Justice vis-à-vis du pouvoir exécutif. Historiquement, cette autonomie a toujours été considérée comme un équilibre délicat et non comme une séparation absolue. À différentes époques, la relation a varié en fonction de l'intensité de l'intervention présidentielle dans les nominations et la définition des priorités en matière d'enquête. Lorsque les enquêtes ont atteint le chef de l'exécutif lui-même ou son entourage politique, cet équilibre est devenu encore plus instable et a fait l'objet de disputes récurrentes. L'affaire Bondi relance ce débat car son action aurait suivi des priorités politiques annoncées précédemment, avec un alignement apparent entre l'agenda institutionnel et le discours partisan. Même si cet alignement ne constitue pas en soi une illégalité, il réintroduit la question de la séparation effective entre l'État et les intérêts du moment, surtout lorsque la direction de l'enquête semble suivre un scénario similaire à celui de la rhétorique publique. La question de la responsabilité disciplinaire éventuelle de Bondi reste également ouverte. Les conseils d'éthique juridique des États ont le pouvoir d'engager des procédures disciplinaires dès lors qu'il existe des indices de conduite incompatibles avec l'exercice professionnel. L'un des points de départ possibles cités par les juristes est la vidéo dans laquelle la procureure générale apparaît en train de quitter le bâtiment judiciaire avec des cartons de documents, peu après qu'une ordonnance de conservation ait été émise.
En fonction de ce qui sera prouvé concernant la nature du matériel transporté et la chronologie des faits, cet épisode pourrait être interprété comme une violation grave des devoirs professionnels. D'autre part, certains analystes soulignent qu'au-delà de l'impact visuel, il serait nécessaire de prouver l'intention spécifique de dissimuler, de détruire ou de compromettre des preuves, ce qui exigerait une enquête technique détaillée, un suivi documentaire, une reconstitution de la chaîne de conservation et une expertise sur les registres internes de mouvement et de contrôle des archives. Parallèlement, la possibilité d'ouvrir une enquête pénale pour obstruction à la justice est discutée. Bien que beaucoup considèrent ce scénario improbable à court terme, compte tenu du poids institutionnel du poste et des implications politiques, il existe des précédents dans lesquels des hauts fonctionnaires ont fait l'objet d'une enquête formelle uniquement après avoir quitté leurs fonctions. La doctrine juridique admet que les actes commis pendant l'exercice de la fonction peuvent être examinés a posteriori, à condition qu'il existe des éléments objectifs minimaux pour soutenir l'initiative. Dans ce scénario, la nomination d'un procureur spécial serait considérée comme la voie la plus compatible avec la nécessité d'indépendance et de crédibilité. Néanmoins, ce choix dépendrait de variables qui font toujours l'objet de débats. L'intensité de la pression publique, l'évaluation du degré de préjudice institutionnel et la compréhension interne du ministère de la Justice quant à la mesure dans laquelle il sera nécessaire d'agir pour préserver la confiance du public et la légitimité de l'organe. Le débat s'est déjà propagé au Congrès, où les parlementaires ont commencé à soutenir des discours opposés sur la signification de cet épisode. Pour certains secteurs de l'opposition, la succession d'événements confirmerait l'instrumentalisation sélective du système, en particulier à l'encontre de personnalités qui se sont opposées au président. Pour les alliés du gouvernement précédent, cependant, l'argument dominant est différent. Les vices de procédure et les irrégularités ponctuelles n'annuleraient pas nécessairement la légitimité des enquêtes et devraient être traités comme des écarts corrigibles sans compromettre le bien-fondé des accusations. Cette polarisation tend à donner le ton des audiences prévues dans les prochaines semaines, au cours desquelles Bondi devrait être convoqué pour fournir des éclaircissements formels sur sa gestion, sur la chaîne décisionnelle associée aux nominations annulées et sur les actes pratiqués au cours des procédures qui ont été invalidées. Sur le plan institutionnel plus large, cet épisode replace au centre du débat la question de l'utilisation politique du ministère public fédéral. Bien que le modèle américain prévoit des mécanismes destinés à limiter les ingérences directes de l'exécutif, des affaires récentes mettent en évidence des faiblesses exploitables par des voies indirectes, telles que les nominations provisoires, les réorganisations internes et les ajustements stratégiques des priorités. La question qui se pose désormais est de savoir si ces lacunes seront comblées par des réformes normatives, avec des limites plus objectives pour les nominations politiques à des postes sensibles, ou si elles resteront des zones d'ombre, soumises à l'interprétation de ceux qui occupent temporairement la direction institutionnelle. Dans le même temps, la crédibilité d'autres affaires menées sous l'influence de Bondi fait l'objet d'une réévaluation. Les procédures relatives aux archives et aux dossiers, y compris celles associées à Jeffrey Epstein, font désormais l'objet d'un examen plus approfondi. Les avocats de la défense et les tribunaux devraient se référer aux décisions de Curry et Fitzpatrick comme précédent, pour contester la validité des preuves, l'intégrité des actes de procédure et la solidité de la chaîne de conservation. Il ne s'agit pas seulement de contester des décisions passées, mais de redéfinir les paramètres de confiance institutionnelle dans l'action du ministère de la Justice, en particulier dans les affaires sensibles et politiquement chargées. En fonction de l'évolution de ces questions, le système pourrait être confronté à un double défi: maintenir l'autorité de ses agents tout en cherchant à réparer les impacts d'une conduite jugée compromise. C'est sur ce point que les interprétations concurrentes révèlent la complexité du moment. Il n'y a pas de consensus sur la nature du préjudice, s'il est ponctuel et contournable ou structurel et persistant. Il n'y a pas non plus d'accord sur les mesures qui seraient suffisantes pour restaurer la confiance du public avec stabilité.
Ce que l'on observe jusqu'à présent, c'est une succession de faits qui remettent en question le discours traditionnel sur la prévisibilité institutionnelle. Chaque nouveau document joint au dossier, chaque audience programmée, chaque déclaration officielle élargit la portée de la controverse et renforce l'impression que l'épisode a déjà dépassé le stade d'une simple erreur administrative. Le système continue de fonctionner, réagissant, révisant les procédures, testant les limites et essayant de démontrer que sa capacité de correction reste opérationnelle, même sous tension. Pour ceux qui suivent attentivement les circuits institutionnels et comprennent que les résultats réels se limitent rarement au cycle des gros titres, observer ces développements n'est pas seulement un intérêt momentané, mais fait partie d'un engagement continu envers une compréhension critique du fonctionnement du pouvoir public. Cette chaîne reste dédiée à offrir cette lecture, toujours avec clarté, contexte, objectivité et rigueur analytique.